Allez, c'est parti. Avec plaisir, je lance officiellement le Morning Data du 26 mai. Donc vous êtes maintenant habitués, merci beaucoup de nous suivre. Nous avons un Morning Data tous les mois, le dernier mercredi de chaque mois. Et ce matin, nous nous retrouvons pour discuter de la connaissance client. Et pour cela, nous avons un invité de marque, Sébastien Noël, avec lequel nous allons avoir une jolie discussion. N'hésitez pas à poser des questions à Sébastien. Je ne sais pas si on présente encore Sébastien, mais pour nous, c'est une figure emblématique du monde publicité. Et on est vraiment ravis de t'accueillir, Sébastien. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir, Miki. Et puis Antoine Zaibes, qui dirige chez Weborama tout ce qui est data et research, et Julie, qui est notre data stratégiste en chef ce matin. Donc voilà, on démarre sans plus attendre et je passe la parole à Antoine. Merci Miki, bonjour à tous et ravi de se réunir encore aujourd'hui sur le sujet de connaissance client. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait repasser bien évidemment sur un petit peu les fondamentaux de la connaissance client, voir ce que ça allait un petit peu changer dans le contexte dans lequel on est et surtout le contexte qui va changer. Et puis, il n'y a rien de mieux qu'un exemple et puis quelqu'un vraiment du métier qui a les mains dedans pour en discuter. Donc, on pourra plonger vraiment sur un cas concret avec Julie et Sébastien et surtout avoir aussi les retours de Sébastien, voir un petit peu sa vision marché et comprendre comment il voit les choses. Donc, on y va. Si on se parle encore une fois ce matin de connaissance client, c'est bien évidemment que c'est un des axes majeurs et prioritaires pour toute marque. Et si on prend un petit peu de recul, le développement d'une meilleure compréhension client devient de plus en plus stratégique. On le voit notamment par plusieurs choses. On voit que les marchés sont en évolution rapide, qu'il y a de nouvelles technologies qui apparaissent, qu'on a des nouveaux modèles économiques qui changent automatiquement finalement ce que les consommateurs veulent. Et donc, ça change aussi la façon dont ils vont acheter. Et un bon exemple de tout ça, c'est ce qu'on a vécu avec la dernière année et demie qu'on a passé avec l'évolution notamment des ventes en ligne qui a progressé de plus de 80%. C'est donc une nécessité aujourd'hui de placer vraiment les consommateurs au centre de ces réflexions lorsqu'on met en place ces stratégies marketing. Mais ce qu'on constate encore nous aujourd'hui, en discutant avec certains acteurs, c'est que finalement, on a encore une partie non négligeable de ces acteurs ou de ces entreprises qui vont traiter les insights, la connaissance client, comme une réflexion après coup et non pas comme une réflexion qui va plutôt venir en amont. Et ça a pour conséquence de laisser finalement ou de générer une vision qui va être un peu tronquée ou limitée et qui va souvent devenir du coup incorrecte de ce que veulent vraiment les clients. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de replacer ces insights, de replacer cette connaissance client un petit peu en amont des actions marketing qu'on peut mettre en place. Après, là, on reparle encore une fois d'insight, mais on définit jamais réellement ce qu'est un insight, parce qu'on considère finalement que tout le monde le sait, mais je trouve ça assez important de revenir dessus. Finalement, un insight, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quelque chose qui se définit comme la découverte d'un besoin fondamental du consommateur que les marques peuvent ou même doivent utiliser pour créer de la valeur. C'est vraiment ça qui est hyper important. Les insights doivent être là pour créer de la valeur. On n'est pas là pour générer de l'insight, ranger notre petite étude ou nos pie charts dans le tiroir sur le bureau. C'est vraiment là pour générer de la valeur, à la fois pour le client lui-même, effectivement, pour lui proposer les bons produits, les bons services, mais in fine, surtout pour générer de la valeur pour l'entreprise. Et donc, pour générer ces insights, on a bien sûr besoin de données, de data à disposition. Ça, je pense que c'est une vision que vous allez tous avoir, mais on peut avoir de la data qui va être extrêmement plurielle ou différenciée en fonction des entreprises qu'on va rencontrer. Et donc, cette pluralité de données, elles peuvent provenir de différentes sources, avec en première ligne, bien évidemment, les données qui vont être générées par l'entreprise elle-même, comme par exemple les données de transaction, via les bases de données CRM ou les processus de fidélisation. On peut avoir les comportements sur site Internet, donc tout ce qui est navigationnel, ou encore les interactions directes qu'on peut avoir, par exemple, avec un service client ou alors un site où on voit les consommateurs qui vont directement déposer des avis sur des produits. Il existe aussi, en dehors de ces données qui sont directement générées par les industries, tout un tas d'autres données partenaires. Et ces données partenaires, bien souvent, elles vont permettre d'élargir la vision et notre compréhension des consommateurs en dehors du propre écosystème de la marque. Et donc, ces données, elles peuvent être tout autant factuelles ou observées, par exemple, comme les centres d'intérêt Weborama que l'on met à disposition et que vous connaissez tous très bien autour de la table. Mais il y a également d'autres types de données aussi, comme les données déclaratives qui sont récoltées par les panels ou encore des méthodes de type focus group, qui apportent des informations qui vont être encore une fois complémentaires sur le consommateur. Donc, sur le papier, finalement, on est confronté à une problématique qui paraît simple, mais qui va être moins évidente à mettre en œuvre de prime abord. Ça va être comment on peut partir de tout ce stock de données, que ce soit nos propres données marques ou alors les données partenaires, pour ensuite venir obtenir une connaissance client et surtout une connaissance client qui va être actionnable.
Donc ça va vraiment être la question de départ. Et pour pouvoir y répondre, il faut encore savoir comment trouver ce que l'on cherche. Et ça, c'est hyper important. Donc ça peut paraître évident de designer une étude afin de répondre à des questions marketing, à des besoins business, mais finalement, ça va être assez facile de se tromper de piste. Donc pour s'y retrouver, on peut se reposer sur deux grandes familles d'études qu'on peut appeler l'étude de marché et puis aussi la connaissance client, la pure connaissance client, je dirais à proprement parler, qu'on appelle souvent Consumer Insight. Si on passe d'abord sur l'étude de marché, l'étude de marché, finalement, ça va constituer un effort pour recueillir des informations sur un marché entier, sur une thématique entière, sur un secteur d'activité entier. Le but ici, ça va être d'identifier des opportunités potentiellement manquées, des lacunes pour une marque ou des signaux faibles dans le positionnement d'une marque. Et donc, l'étude de marché va en fait nous fournir des informations qui vont définir les tendances d'une industrie en particulier. Et ça va être essentiel pour définir les besoins actuels dans un premier temps, mais surtout les futurs besoins du marché pour être dans un mode d'anticipation. Et donc, ce type d'étude va nous permettre de répondre à tout un tas de questions qui peuvent être de différents types. On peut par exemple avoir tous les sujets qui tournent autour de la conception de produits afin de concevoir justement le bon produit ou la gamme de produits qui va rencontrer les nouvelles appétences des consommateurs. On peut avoir de l'analyse de positionnement de marque qui va souvent être couplée d'ailleurs avec de l'analyse concurrentielle. Il va y avoir de la perception de marque par les consommateurs directement et c'est de vraiment récolter ce que les consommateurs pensent de la marque ou encore de la mesure d'attributs produits afin de comprendre quelles peuvent être les forces ou les faiblesses des services ou des produits que l'on propose d'un point de vue consommateur. Donc finalement, ce qu'on sait, c'est que les études de marché, c'est pas du tout nouveau, c'est extrêmement ancien même, et ça se repose historiquement sur des méthodes traditionnelles comme les questionnaires ou les focus group. Mais depuis quelques années, ces études de marché, finalement, elles ont été rafraîchies, elles ont été un peu pimpées grâce aux nouvelles technologies, et notamment comme chez Weborama, grâce à l'intelligence artificielle sémantique qui permet finalement d'apporter plusieurs avantages. Ça va nous permettre d'avoir un scan des ressentis consommateurs qui va être beaucoup plus volumique, beaucoup plus rapide et beaucoup plus exhaustif. Et quand on arrive à venir coupler finalement ces différentes méthodologies, on arrive encore une fois à extraire un peu plus de connaissances clients et ce, pour l'étude de marché, à un niveau justement marché. Si on parle du Consumer Insight, à l'inverse de l'étude de marché, donc là qui permet vraiment de répondre ce qu'on appelle le quoi du marketing, le Consumer Insight va permettre de répondre au pourquoi. Et si le marketing a bien un objectif, ça va être de toucher les consommateurs au moment qui influence le plus leurs décisions. Et à ce niveau, on peut dire que si on parle des données démographiques qui regroupent les personnes en fonction de l'âge, du sexe, du revenu du ménage ou encore de la zone géographique, ces données-là on ne peut plus considérer aujourd'hui que ça fournit suffisamment d'informations pour répondre aux différents besoins des marques. Donc, ce qui va se cacher derrière, c'est que finalement, les données comportementales, elles vont ainsi constituer la connaissance ou la base de la connaissance qui permet à une marque de déterminer pourquoi ses clients se comportent d'une certaine manière. Et grâce à ce type d'information, on va être en mesure finalement d'influer directement sur le comportement d'achat. Et à titre d'exemple, avec le Consumer Insight, on peut répondre à tout un tas de questions. Ça peut être par exemple essayer de comprendre simplement qui sont mes consommateurs. On a beaucoup cette question, c'est se dire effectivement, j'ai des consommateurs qui viennent, qui achètent mes produits, mais qui sont-ils finalement et pourquoi ils viennent? Donc là, c'est simplement essayer de comprendre quel est le profil de ces individus et donc de comprendre finalement les raisons d'achat ou les motivations d'achat qui se cachent derrière. On peut aussi aller dans des choses beaucoup plus granulaires, comme se dire pourquoi des individus vont plutôt souscrire à mon produit A qu'à mon produit B. Et on peut avoir des choses également à l'inverse qui ne sont pas forcément au début de funnel, mais plutôt des choses qui peuvent m'avertir d'un éloignement à ma marque de mes consommateurs, voire carrément d'une résiliation de contrat. Et puis si on parle des publishers, bien évidemment, tout ça, ce qui se cache derrière, c'est cette connaissance des consommateurs va permettre, les publishers finalement sont là pour aider les marques à atteindre leur objectif. Et donc ce qui est hyper important, c'est pour les publishers d'avoir cette meilleure connaissance client pour mieux monétiser finalement ces inventaires et mieux venir et guider les marques sur les différents types qu'on peut proposer. Et donc, toutes ces réponses, elles permettent d'ensuite, bien évidemment, d'adapter et de rationaliser les stratégies de communication, notamment par l'utilisation, par exemple, de modèles prédictifs. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, finalement, on peut se demander ce que va changer la disparition du cookie tiers. Concernant l'étude de marché, dans un premier temps, ça ne va pas changer grand-chose. Finalement, l'impact est quasi nul. Pourquoi? Parce que ce soit les méthodes traditionnelles ou les méthodes plus récentes d'analyse sémantique, par exemple, on ne se repose pas sur du cookie tiers. Donc, pour le coup, ici, on est assez serein, on va continuer à pouvoir travailler. Vraiment, ce qui va venir nourrir ces méthodologies-là, ce sont soit, encore une fois, directement des interactions avec les consommateurs ou du contenu, simplement des sites, par exemple, où les individus vont venir s'exprimer. Donc ici, on ne va pas avoir de changement dramatique à ce niveau-là. Sur le Consumer Insight, l'impact, il a relativisé. On pourrait se dire, ça va être impossible de faire de la connaissance client d'ici un an
quand on aura la disparition du cookie tiers, en tout cas de la connaissance client élargie. Mais on peut rester optimiste. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois cette pluralité de sources de données qui ne dépendent pas des cookies tiers. Donc ça, c'est hyper important. On va avoir de prime abord la first party data qui déjà génère énormément d'informations, mais on va aussi avoir toutes les méthodes qui vont se reposer directement, par exemple, sur des méthodes alternatives. Et il y a deux options dans ces méthodes alternatives dont on est en train de discuter sur le marché, qui vont être les Flock ID. Donc, ces Flock ID, ces cohortes qui vont nous permettre d'avoir toujours un petit peu d'informations sur les individus, ou également les ID universels. Donc, on pourrait se dire, bah, tiens, c'est quand même un changement assez important. Finalement, ce que ça va changer, ce n'est pas forcément la connaissance client qu'on va venir amener aux marques. Finalement, le résultat va être à peu près le même. Ce que ça va surtout changer, c'est pour les acteurs comme Weborama qui génèrent de la connaissance client, en tout cas qui aident les marques à générer de la connaissance client. Et ce qui se cache derrière, c'est dans les méthodologies, on va devoir adapter certaines choses. Mais in fine, on a assez confiance sur le fait qu'on sera toujours en mesure de générer cette connaissance client. Donc voilà pour cette première partie un petit peu introductive et revenir sur ces fondamentaux-là. Mais cela étant dit, on sait qu'il n'y a rien de mieux qu'un cas concret. Comme disait Mikim, on a la chance d'avoir Sébastien avec nous aujourd'hui, avec qui on va revenir d'ailleurs sur le projet Influence Plus Le Monde, sur lequel différentes stratégies, notamment autour de ces ID ou de la manière dont on génère cette connaissance client, ont été mises en place, justement pour venir optimiser encore une fois ce qu'on est capable de proposer aux marques. Peut-être juste avant de plonger dans le projet Influence Plus, est-ce que Sébastien, tu peux nous partager, toi, un petit peu côté Le Monde, ou en tout cas la tienne personnelle, la vision que tu as un petit peu des changements qui vont arriver sur le marché, et puis quels sont les enjeux pour le coup pour un acteur comme M-Publicité? Oui, bien sûr. Merci Antoine. Merci à tous. Les enjeux, tu les as donnés. Hein. Il y a une grosse transformation de notre panorama numérique ou digital, ça dépend comment on veut se placer en anglicisme ou en français, mais on a d'abord la gestion du consentement qui arrive et qui limite beaucoup la possibilité d'avoir des données. On a en plus la fin des cookies tiers avec ce que font les navigateurs qui nous limite là encore. Et en contrepartie, on a un média qui est le média qui est surtraqué parce qu'on peut tout mesurer sur le média Internet, la visibilité, la brand safety, les clics, la performance dans tous les sens. Et donc, on arrive à un moment où il faut être en capacité de rassurer beaucoup que ce soit nos éditeurs, nous au sein du groupe, nos clients, les annonceurs avec lesquels on travaille, et être transparent sur les méthodes de construction. Et c'est très clairement ce qui a été fait sur ce projet. Donc c'est un moment charnière où on a besoin de beaucoup de transparence entre nous et de pouvoir s'accompagner pour au moins avoir tous la capacité d'expliquer ce qui est en train de se passer. Parce qu'en plus de ça, on va pas se mentir, hein, tout ce qu'on voit, la peur du cookie, je ne sais pas si vous avez vu les derniers reportages la semaine dernière sur les données personnelles, etc. En fait, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu du marketing de la peur. Donc, c'est la publicité, c'est pas bien, on vend mes données, qu'est-ce qu'il en est? Donc, dès que je peux tout bloquer, je bloque tout. Donc voilà, donc je pense que c'est important d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi. Et ne pas oublier aussi qu'en dehors du côté pure pub, il y a un côté connaissance de nos audiences qui est aussi important pour un éditeur que pour un site e-commerce, que pour un site d'un vendeur de voitures, hein, d'une marque automobile. C'est la connaissance de ses clients, savoir ce qui se passe et que sans avoir la capacité de tout traquer, on devient aveugle. Et donc, on perd la force qu'on pouvait avoir sur ce média. Justement, sur ce projet, qu'on a pu mettre en œuvre ces différentes méthodologies pour continuer de faire la connaissance client avec toi, Sébastien, et puis plus globalement avec M-Publicité. Et donc, je suis ravie de pouvoir partager sur ce projet aujourd'hui. C'est vrai que malgré l'étiquette cas d'usage éditeur, finalement, ce projet, ça a été un peu le point de rencontre entre les éditeurs, la régie, les annonceurs également, qui bénéficient des ciblages et des services de connaissances que vous proposez. Et puis, bien sûr, comme dernier acteur, les acteurs de la tech, donc ici Weborama. Donc, c'était vraiment un projet qui a été passionnant pour nous parce qu'on a pu mettre en œuvre différentes méthodologies et surtout tirer des enseignements.
Et finalement, c'est ça qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. C'est moins ce qui a été fait dans le détail vraiment technique et opérationnel, et moins sur vraiment la cible et l'offre M-Publicité, mais on voulait vraiment revenir sur les enseignements et les leçons qu'on a tirées de ce projet. Donc là, dans la deuxième partie, ce qu'on vous propose, c'est de passer 10 minutes à revenir sur ce projet et puis continuer les discussions avec toi, Sébastien, et puis avec toutes les personnes ici présentes, si vous avez des questions ou des commentaires à nous partager. Avec plaisir. Et juste pour préciser, pour aller dans votre sens, clairement, donc ces segments data qu'on a co-construits ensemble, qu'on appelle Influence Plus, comme pouvait le dire Antoine dans son introduction, ça vient d'un panel au départ. L'historique de la création de ce segment, c'était un segment qui a été créé en 2015 au sein de la régie qu'on appelait les Creative Leaders. Et le travail conjoint nous a amené à réussir à le digitaliser avec, je pense, tous les détails que tu vas réexpliquer, Julie. Effectivement, ce projet, c'était le point de rencontre entre deux mondes, un peu le monde des études traditionnelles, mais ça, je l'entends dans le bon sens du terme, bien sûr, mais des études très qualitatives, avec différents corps de métier, des expertises marketing, voire même des expertises sociologiques. Et nous, ce qu'on est venu faire dans ce projet, c'était d'apporter la brique Big Data, qui permet derrière d'activer et de rendre, de créer en fait quelque chose qui peut être utilisé dans le monde du digital, dans le monde numérique, en partant d'une étude qualitative qui a été faite sur ce panel. Donc là, je plonger directement dans le projet pour bien lancer ce cas d'usage et reposer les bases. M-Publicité, vous êtes venu nous voir avec finalement 3 grandes questions. La première, c'était comment quantifier et identifier ces creative leaders, comme tu l'as dit, donc ces leaders d'opinion dans votre audience. La deuxième partie, c'était comment mieux la connaître, mieux la comprendre, apporter de la connaissance supplémentaire au service des annonceurs. Et la dernière question, et une des plus importantes aujourd'hui, bien sûr, c'est comment pérenniser cette offre dans ce monde de l'après qui sera cookieless, voire même ID-less dans le pire des scénarios. Et le but aussi, c'était de ne pas attendre 2022 pour lancer ce projet, donc de faire avec ce qui est disponible à date. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore les flocs. Il y a de l'ID universel, mais le paysage concurrentiel est en train de se structurer. On a des questions de reach. Donc comment on fait aujourd'hui avec ce qui est disponible à date pour lancer un projet d'une telle envergure? Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était pas d'apporter la bonne réponse à ces 3 questions, si tant est qu'une réponse existe, mais plutôt d'apporter plusieurs réponses, plusieurs méthodologies, plusieurs technologies qui permettraient de rester agile et d'anticiper ce monde de demain avec tout ce qu'on a à disposition. Et finalement, ces 3 réponses, c'est le titre de la slide, c'était qualifier, modéliser et contextualiser. Le socle commun de ces 3 méthodologies, ça reste l'IA sémantique. Vous savez que c'est notre cœur de métier et toute la base de Weborama. Et ce qu'on oublie souvent, on entend beaucoup parler de ciblage contextuel, d'IA sémantique, de NLP, donc de traitement naturel du langage. Et finalement, on a tendance à oublier que l'IA sémantique, c'est pas une technologie en tant que telle, c'est même pas un produit, ça reste une science, et c'est la science des mots. Et cette science, en fait, on va pouvoir l'appliquer à différentes sources de données, à différents assets technologiques, pour derrière construire des réponses qui soient pérennes dans le temps. Les 3 sources de données sur lesquelles on a appliqué cette IA sémantique, elles sont en nombre de 3. Voilà, 3 questions, 3 réponses, 3 sources de données. La première, c'est la donnée comportementale. Donc, effectivement, vous le savez maintenant, tous ceux qui sont autour de cette table, on a notre donnée, notre base de données Weborama. Donc, on va analyser tout le web, extraire du web des centres d'intérêt et on va rapprocher ces centres d'intérêt d'internautes. Donc ainsi, on va construire la base de données propriétaire Weborama qui est constituée, si vous voulez, d'ID d'utilisateurs Internet qui sont qualifiés sur des centres d'intérêt. Donc finalement, ce que je suis en train de décrire, c'est la donnée comportementale third party, la donnée comportementale tierce, qui va nous permettre, dans un premier temps, de quantifier et d'identifier ces creative leaders, cette audience influence plus parmi les visiteurs du web. Donc ça, c'est très bien, ça fonctionne, on fait ça depuis longtemps, mais aujourd'hui, on sait que c'est pas pérenne et donc il faut trouver d'autres solutions. Et justement, ces autres solutions, elles répondent parfaitement aux deux autres questions.
La deuxième source de données qu'on va utiliser, ça va être la donnée first party. Et tout l'enjeu, c'est en fait de transformer une qualification qui était faite sur de la donnée comportementale third party en qualification qui repose entièrement sur de la donnée first party et profiter de cette donnée first party, donc des données propriétaires de l'éditeur, pour réaliser cette connaissance client supplémentaire et enrichir la cible auprès des annonceurs. Et la dernière étape, et là, on avait déjà un pied hors du cookie, mais là, on met vraiment les 2 pieds en dehors du cookie, c'est d'utiliser les données purement sémantiques, donc vraiment les contenus de l'éditeur, pour pouvoir continuer de cibler et de connaître la cible. Donc là, on est complètement dans un monde sans ID. On va vraiment s'en remettre au contenu, aux URL de l'éditeur, pour pouvoir continuer ce ciblage et cette connaissance client. Donc le but, là, ça va être de vous dérouler ces 3 parties et encore une fois, surtout de vous livrer les enseignements qu'on a retirés. Donc je commence par la donnée comportementale. On l'a déjà un peu teasé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a été la rencontre entre 2 mondes, entre un premier socle de connaissances qui était issu de ce panel et de cette étude de référence sur lequel s'était positionné M-Publicité. Donc on avait un brief de départ et nous, l'enjeu derrière, ça a été de digitaliser l'audience qui avait été trouvée et définie par M-Publicité. Donc, on est parti de ce brief. On avait cette audience influence plus, innovante, qui aime expérimenter, donner du sens, être un nœud de recommandation, un nœud de conversation, et qui aime s'informer sur différents médias. Donc, ça a donné de très belles discussions sur, par exemple, ce qu'était la créativité dans les sociétés d'aujourd'hui ou le leadership. Et tout l'enjeu derrière pour Weborama et pour des acteurs techniques de manière générale, c'est de transformer ces traits de personnalité, ces traits comportementaux, vraiment en segments data, en segments comportementaux avec de la donnée pour pouvoir derrière créer en fait des critères de qualification et cibler cette cible. Donc le but en fait c'était de créer des segments sur mesure pour répondre à ce ciblage. La méthodologie, vous la connaissez, on collecte les mots, on apprend, on analyse et on construit, c'est toute l'IA sémantique de Weborama. Et finalement, les 2 enseignements principaux qu'on a partagés sur cette expérience, c'est premièrement l'importance de la NLP, l'importance de l'IA sémantique. Aujourd'hui, pour digitaliser ce type de cible aussi complexe et aussi travaillé, on ne peut pas se contenter de mots-clés, on ne peut pas se contenter de trouver des synonymes. Par exemple, là, on voit que ce sont une audience qui est ouverte à l'innovation, par exemple, ouverte au projet, en recherche d'inspiration, fan de technologie. Et il ne suffit pas d'avoir un outil qui va vous trouver les 200-300 synonymes du mot innovation pour faire un ciblage pertinent. Il faut vraiment utiliser l'IA sémantique pour aller explorer des réseaux de mots, explorer des réseaux de sens et découvrir vraiment ce que ça veut dire en termes de comportement sur Internet, d'être intéressé par l'innovation. Et du coup, j'en viens directement à mon deuxième point, c'est que pour créer des segments sur mesure et pouvoir digitaliser une cible telle qu'Influence Plus, il faut accepter pendant un moment de suspendre un peu son jugement, d'oublier un peu la conceptualisation de la cible qu'on avait faite en amont et d'aller jouer avec les contenus, d'aller explorer ces contenus. Donc finalement, être ouvert à l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien? Quel contenu je vais consulter? Quelles sont les marques pour lesquelles j'ai de l'appétence? Quels sont les services, les produits qui vont m'intéresser? Qu'est-ce que je vais lire finalement? Avec quel contenu je vais interagir au quotidien et qui va montrer que je suis appétent aux innovations? Et c'est pour ça qu'il faut voir l'IA sémantique non pas comme un moteur de mots-clés, mais plutôt comme un moteur qui va nous permettre d'explorer des réseaux de contenu, des réseaux de mots, et de trouver tous les territoires qui expriment cette appétence à l'innovation. Donc voilà le travail qui a été réalisé. Donc cet aller-retour qu'on a fait, ce voyage qu'on a fait avec M-Publicité entre conceptualisation de la cible et des choses plus terre à terre pour comprendre comment ces traits de comportement s'expriment et pouvoir derrière créer des segments sur mesure, donc des critères de ciblage grâce à des nuages de mots retravaillés avec l'IA sémantique. Une fois qu'on a créé ces segments, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a assemblés pour reconstituer la cible. Donc, on avait cette cible avec tous les critères qui nous étaient donnés. Et donc, le but, ça a été non seulement de traduire ces critères, mais derrière d'assembler ces critères ensemble pour reconstituer cette cible très complexe. Et l'enseignement par rapport à ça,
c'est qu'on a bien sûr travaillé, construit la cible, et on a tout de suite vu que cette cible était 2 fois plus présente sur lemonde.fr que sur le reste du web. Donc encore une fois, on a prouvé avec la data, sans aucun a priori, que cette cible était vraiment ultra présente sur le monde et que le monde avait une certaine légitimité à prendre la parole sur cette cible. Et tout ça avec ce travail d'exploration. Vous remarquerez que là, je ne vous ai pas encore parlé de jumeaux statistiques ou de lookalike, tout simplement parce qu'à ce stade, on n'en a pas utilisé. Là, l'enseignement qui a été clé pour nous, c'est que finalement, on n'a pas vraiment de dilemme entre reach et précision. C'est-à-dire, on n'est pas obligé, quand on a les bons outils, de sacrifier la précision pour obtenir du reach. Là, on avait créé avec l'IA sémantique plus de 100 segments pour répondre très exactement aux briefs qui nous étaient donnés. On a pu les retravailler avec l'IA sémantique. Et derrière, pour rester au plus près de la cible et être le plus précis possible, on a utilisé ce système de score affinité qui est présent dans notre base et que vous connaissez bien, qui nous permet de prioriser des segments en attribuant une note d'affinité à des centres d'intérêt. Et ça, qu'est-ce que ça permet de nous faire? Ça permet de prioriser et de classer. Donc, par exemple, dans le brief, on savait que c'était des individus qui étaient appétents à l'énergie, à la mobilité, la nature, mais surtout, et c'était le plus important, appétents à l'innovation, ouverts sur les progrès de la société, ouverts à l'international, à l'écoute des tendances, amateurs de podcasts. Et donc, on a pu, grâce au score d'affinité, mettre en lumière les segments qui étaient les plus importants. Et les segments qui étaient secondaires, mais qui étaient quand même constitutifs de la cible, on a pu les intégrer dans la construction de l'audience, mais avec un score d'affinité plus bas. Et puis, dernière chose, c'est que quand on a les bons outils, on peut créer des règles d'affectation qui sont complexes et qui permettent de répondre au brief tout en gardant cette précision et en gardant le reach supplémentaire. Donc, voilà comment on peut quantifier avec la donnée comportementale. Ensuite, une fois qu'on a eu cette cible, et c'est tout l'enjeu de ce Morning Data, c'est de faire de la connaissance, d'enrichir la connaissance, d'en apprendre plus, de mieux comprendre cette cible. Et là, on a utilisé 2 sources de données. Donc, la donnée third party comportementale pour avoir des indications sur les convictions de la cible, leur style de vie, des affinités marques, des centres d'intérêt, des moments de vie. Et on a également utilisé la donnée first party, donc la donnée propriétaire de l'éditeur, donc des données de navigation sur le site lemonde.fr et des affinités à des contenus pour mieux connaître cette cible et comprendre comment elle se comporte au sein de l'environnement Le Monde. Je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps à vous livrer les insights parce que je suis sûre que M-Publicité se ferait un plaisir d'en parler plus longuement et le ferait sûrement mieux que nous. Mais pour vous donner quelques exemples sur le côté droit, on a trouvé par exemple que c'était une cible qui était 2 fois plus appétente au luxe versus l'internaute moyen, une cible qui était 4 fois plus engagée que l'internaute français moyen, intéressée 3 fois plus par l'écomobilité. Et en termes de comportement de navigation sur Le Monde, on a pu voir qu'il y avait certaines rubriques, certaines thématiques qui étaient privilégiées par cette cible et donc elles se trouvaient sur des contenus, des contextes particuliers au sein de Le Monde. Donc, par exemple, la rubrique idées, la rubrique podcast, la rubrique aime le mag. Et tout ça, en fait, c'est doublement précieux, cette connaissance supplémentaire, parce que derrière, ça nous permet d'anticiper le monde de demain. Tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'est de la donnée comportementale. Et le but derrière, c'est de pérenniser ça. Et pour pérenniser ça, on a remis au centre du dispositif la donnée first party de l'éditeur. Donc concrètement, on a modélisé cette cible pour pouvoir étendre cette qualification third party sur de la qualification qui repose entièrement sur de la donnée first party. Pour ne pas vous servir sur un plateau un algorithme et des lignes de code, on a plutôt préparé une petite vidéo explicative qui explique le principe de cette modélisation. Donc, partagez. Donc là, il faut imaginer un internaute qui se rend sur le site Le Monde, qui n'a ni cookie tiers ni ID. Cookie tiers parce que, imaginons qu'il les a refusés aujourd'hui et demain parce qu'il n'y en aura plus. Et il commence à naviguer sur le site Le Monde. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on rapproche cette navigation de la navigation de la cible.
Autrement dit, on commence à naviguer, cet internaute regarde différentes rubriques, et nous, on regarde si cette navigation est similaire ou pas à la navigation de la cible sur le site Le Monde. Et donc là, ce qu'on voit en bas, c'est qu'on a un score qui est attribué à cet internaute, à ce visiteur, et que plus sa navigation est similaire, plus ce score augmente, et passé un certain seuil, on va pouvoir considérer que cet internaute, étant donné sa navigation sur le site, a exactement le même comportement que notre cible, que notre cœur de cible, et qu'il va pouvoir entrer dans cette qualification. Donc là, ce qui est illustré, c'est que sur cet arbre qui schématise un peu cet algorithme, on voit effectivement que ce n'est pas sur 2-3 catégories qu'on base cette modélisation, c'est vraiment sur l'ensemble du parcours de navigation et on est sur des choses extrêmement granulaires grâce au machine learning. L'enseignement de cette partie sur la donnée first party, c'est qu'effectivement, c'est une donnée qui est extrêmement précieuse, d'une part pour enrichir et mieux connaître sa cible, et d'autre part pour modéliser. Et finalement, il est possible de transférer une qualification first party sur une qualification first party, à la condition que cette donnée first party déjà soit bien collectée et bien structurée, qu'on ait un terrain de jeu qui soit déjà prêt pour pouvoir déployer ces cas d'usage. Donc l'avantage, c'est que si vous êtes ici, c'est que vous devez très certainement être déjà convaincu de l'importance de collecter et de structurer sa donnée first party ou sa donnée CRM. Voilà, je me permets quand même de le rappeler, ça paraît simple comme ça, mais vraiment la structuration des données, l'historisation des données, c'est très important derrière pour pouvoir déployer des cas d'usage dans les meilleures conditions possibles et avec des algorithmes qui aient la meilleure performance possible. Donc voilà pour ce transfert de connaissances autre partie de la connaissance first party. Et maintenant, le dernier scénario, dans le pire des cas, le scénario qui prendra l'ampleur si on n'a pas d'ID, mais qui aujourd'hui reste le scénario le plus accessible, c'est vraiment le fait de recontextualiser la cible et d'utiliser des données purement sémantiques en oubliant complètement les ID. Je passe. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on considère la cible et on va identifier parmi les contenus les textes, les URL qui sont les plus affinitaires avec la cible. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire qualifier une URL, identifier une URL qui est affinitaire avec la cible? Il faut imaginer qu'au départ, vous aviez une base de données avec des ID utilisateurs qui étaient qualifiés sur des centres d'intérêt avec des scores d'affinité et qu'aujourd'hui, ces ID utilisateurs, on les remplace par une URL et on obtient ainsi une base de données URL où chacune des URL, chacun des contenus est qualifié sur des centres d'intérêt avec toujours ce système de score affinité. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier pour la cible les contenus qui étaient les plus affinitaires. Cette identification, c'est un mélange à la fois vraiment d'analyse des contenus, des textes qui sont dans l'URL, et également du trafic qui est fait sur l'URL. Donc, on modélise tout ça et derrière, on classe les URL et on extrait en fait les URL qu'on va pouvoir activer. Donc aujourd'hui, en parallèle de ce projet, on a lancé l'intégration de Weborama dans l'ad server Smart et également dans GAM. Donc, de la même manière qu'on activait des ID, on peut activer directement les URL dans les ad servers. L'enseignement de cette dernière partie, et c'est finalement tout l'enseignement du projet, c'est que finalement, pour ces cas d'usage, ciblage et connaissance client, on a une solution qui existe. Alors, c'est peut-être pas la solution parfaite. C'est une solution qui va également être amenée à évoluer avec les évolutions du marché, quand on en saura plus sur les flock ID, sur les ID universels. Les choses changent très vite en ce moment, mais en tout cas, c'est la solution à date qui existe et qui est en fait la plus flexible et la plus riche pour être prêt pour le monde de demain, parce qu'elle combine toutes ces approches et toutes ces différentes données. Tout à l'heure, Sébastien, tu parlais des cas d'usage qui découlent directement du ciblage et de la connaissance, la mesure et le capping. Effectivement, là, l'histoire est encore à écrire. On attend encore de voir comment ça se passe, d'attendre les actualités. Mais en tout cas, pour ce cas d'usage, ciblage et connaissance, on a des solutions qui existent grâce à la donnée first party et à la donnée contextuelle, aux données sémantiques.
Donc voilà, côté Weborama, les enseignements qu'on souhaitait partager. Sébastien, avant peut-être qu'on passe aux questions et à la partie discussion, est-ce que toi, tu as le même ressenti que nous? Est-ce que tu as des commentaires à ajouter sur l'approche de M-Publicité sur ce sujet? J'ai pas de commentaires. Ce qui est important de partager, je pense, c'est le travail qui a été fait en commun avec les équipes de Weborama et les équipes M-Publicité, que ce soit marketing, technique et commercial, sur effectivement la définition de la cible. Comme tu le disais, la confiance commune sur laisser les algos de Webo définir quelle était on va dire, la meilleure façon de retrouver, d'affiner cette connaissance pour avoir le bon nombre d'utilisateurs pertinent pour tout le monde, qui soit assez fin pour rester dans la cible. Hein, tu l'as dit, ces creative leaders qui ont été digitalisés, c'est mine de rien une audience qui est engagée, qui est sur la partie positivité, qui est l'audace et qui représente bien aujourd'hui une partie des lecteurs du monde. Ce qui était aussi important pour nous, c'était avoir la capacité d'analyse et de la remettre en perspective de ce qui se passait en dehors de chez nous. Donc, toute l'importance de l'analyse third party que vous avez pu amener. Et justement, le fait de pouvoir mesurer la portée et l'importance de ces creative leaders sur le monde versus ce qui se passe ailleurs sur le web, c'est vraiment important aussi, pas rester purement sur du first party, connaissance de nos utilisateurs à nous, sur ce qu'on sait d'eux, mais aussi utiliser sur ce qu'on peut, entre guillemets, qualifier sur le reste de leur surf. C'était vraiment quelque chose de très, très important. Bien entendu, malheureusement, on le sait, il faut préparer demain. Et aujourd'hui, cette capacité de cibler via les URL les utilisateurs, parce qu'on a cette connaissance ID, first, third party, c'était quelque chose de vraiment primordial pour nous, qui a été réalisé effectivement et qui aujourd'hui nous permet d'activer ce segment Influence Plus, que ce soit sur le monde d'aujourd'hui avec des ID, des cookies, ou sur le monde de demain, effectivement, via un environnement complètement cookie-less et sans consentement, qui est géré chez nous aujourd'hui via Smart. Donc, effectivement, c'est la solution la plus fine possible, à mon avis, aujourd'hui, d'utilisation et de qualification de la donnée en ciblage. Je suis d'accord avec toi, pour pouvoir effectivement toucher des audiences définies. C'est vrai que cette partie enrichissement, elle va rester importante. On voit, alors le monde, vous avez de la chance parce que vous avez une richesse de contenu qui est très importante. Vous touchez énormément de sujets. Et de l'autre côté, on va avoir des éditeurs qui vont être plus spécialisés sur des sujets. Et donc, cette partie enrichissement externe va rester primordiale justement pour sortir de ces contenus très spécialisés. Et pour le monde de demain, donc effectivement, on attend des nouvelles, des nouveaux ID qui arriveront. Mais on essaye aussi de revaloriser, de remettre au centre les contenus des éditeurs en réfléchissant à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette exploration avec l'IA sémantique où on va regarder des contenus, analyser des réseaux de contenus, voir comment les contenus dialoguent ensemble et derrière pouvoir modéliser ce qu'on aurait perdu avec la donnée comportementale externe. Donc, chez Weborama, on est toujours très attaché à l'IA sémantique. Comme j'ai dit, c'est pas une techno, c'est pas un produit, mais c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait. Et vraiment, on croit vraiment sincèrement que l'IA sémantique peut nous aider à continuer à faire ces cas d'usage de connaissances et qu'en utilisant ces algorithmes et en analysant les contenus et les liens avec les contenus, on va pouvoir en tout cas apporter une partie de réponse à cet enrichissement sur les centres d'intérêt qu'on ne trouve pas forcément sur les contenus de l'éditeur. Il y a une question que nous avons reçue. Combien de temps prend ce type de projet? Alors, si on prend Vas-y, je t'en prie.
Alors, côté nous, on pourra répondre côté Weborama. J'imagine que chez Le Monde, ça a pris, c'est un projet de longue haleine parce que vous surveillez l'influence depuis longtemps. Donc, il y a toute cette partie études sur laquelle, Sébastien, tu pourras peut-être revenir. Mais en tout cas, côté Weborama, ça va dépendre. Là, on a vraiment été chercher la richesse de la connaissance. On a énormément échangé avec M-Publicité sur les insights. Et donc, on était sur de mémoire, on était sur quelques mois d'études ensemble parce qu'on a construit tous ces segments, on a construit les connaissances, on l'a enrichi et on a mis en place toute cette approche qui était complètement nouvelle sur le marché. Non, très, très clairement, on est sur quelques mois. Après, c'est vrai, comme tu le disais, Julie, ces audiences-là, nous, on les suit et on les travaille depuis 2015. C'était la première étape. On l'a refait en 2017 sur de la modélisation, mais c'était plus sur du offline. Donc, c'est vrai que ça aide dans l'efficacité du travail avec Weborama. Mais sincèrement, le travail qu'on a fait ensemble, au-delà de toute intégration technique, a été, je pense, très rapide dans l'exécution de ces nouveaux segments et dans l'accompagnement que vous avez pu délivrer. Donc c'est des projets qui alors, toute la complexité de ce genre de projet, c'est ne pas trop partir dans tous les sens, hein, parce que c'est vrai que la connaissance peut être enivrante, on va dire, avec énormément de critères. Mais quand on a une cible vraiment bien définie, c'est très efficace et quelques mois suffisent pour le mettre en application. Et pour le commercialiser derrière, aujourd'hui, on a déjà des campagnes qui ont tourné et qui tournent encore sur ces segments. Donc, oui, effectivement, je pense qu'en 3-4 mois, on a pu dérouler ce projet et commencer à livrer des campagnes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Peut-être Antoine, toi, tu en as reçu d'autres. Je regarde. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a la phase connaissance client qui est très riche, dont Julie vous a parlé, et puis il y a la phase activation. Et cette phase activation, elle est cruciale. Moi, je recommanderais à vraiment prendre la parole sur le marché pour qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse sur l'importance de tester tout de suite des offres type Influence Plus. Parce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez bien compris dans la démonstration de Julie, la possibilité encore d'activer, enfin d'utiliser des données comportementales. Et quand on va passer dans un monde sans cookies, quand Chrome changera les options de son navigateur, eh bien, on ne pourra plus mesurer. Donc aujourd'hui, vous avez une opportunité qui est unique, un laps de temps qui est unique. L'offre du monde est vraiment aussi unique, je trouve, de ce point de vue-là. Et c'est vraiment l'occasion de tester. Donc, on vous encourage très activement à tester ces solutions. Oui, tout à fait, Mickey. Tu as bien raison de le préciser. Je pense qu'aujourd'hui, la pertinence de cette offre, personne ne la remet en question. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est effectivement de mesurer son efficacité. Et mesurer son efficacité, c'est encore faisable aujourd'hui en faisant de l'A/B test, hein, tout simplement, ou en faisant tourner ce type de campagne avec des segments Influence Plus sur un monde avec cookies et un monde sans cookies, puisqu'on peut faire les deux. C'est l'énorme avantage de cette offre, hein, c'est tout le travail qui a été fait sur cette offre-là, et de vérifier qu'effectivement, on a des très bons résultats, que ce soit avec et sans cookies, pour pas se dire que demain, on pourra plus jamais rien mesurer. Donc, déjà, on verra ce qui se passera avec ces fameux flocks quand ça sera fini et quand ça pourra arriver en Europe. Mais voilà, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est la capacité de mélanger les ciblages avec son cookie, que ce soit first et third party, et avec et sans mesure derrière.
parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, la partie sans consentement, donc sans cookie, mesurer, à part la capacité de, sur les campagnes, identifier le trafic de manière spécifique sur une URL pour la partie cookie, une URL pour la partie hors cookie, la mesure, elle va être très limitée parce qu'on va partir du principe qu'une personne qui refuse le suivi et les données personnelles sur un site comme Le Monde le refusera sur le site de l'annonceur derrière. Donc c'est vrai que la mesure, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, il y a une question qui est arrivée. Faut-il un minimum d'investissement sur la campagne principale pour activer ce booster Influence Plus? Alors, on part d'un principe qu'il faut un minimum de campagne. C'est au minimum 2 semaines d'abord, parce que sinon, c'est assez compliqué quand même de laisser les segments tourner. Et il faut un minimum entre 10 et 15 000 euros de campagne pour pouvoir activer ce segment-là. Sinon, ça n'a pas de sens, parce que effectivement, il faut avoir la capacité de les cibler, de les toucher avec et sans cookie. C'est assez compliqué. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est un bassin de cookies d'à peu près 5 millions d'utilisateurs de cookies identifiés sur le web, que ce soit mobile et desktop, ce qui représente à peu près 37% des utilisateurs du monde. Donc c'est vrai qu'on retrouve une surpondération de ces creative leaders sur le monde versus le reste du web. Après, ce qui est aussi très intéressant, c'est que grâce au travail qu'on a fait avec Weborama, on s'est rendu compte que ces utilisateurs, ces creative leaders, c'était 71% de pages vues en plus d'un utilisateur lambda du monde. Donc voilà, ça nous a aussi permis de travailler un petit peu d'insight et de connaissances chez nous. Voilà, mais pour revenir à la question, vraiment minimum 2 semaines, une dizaine de milliers d'euros, et là, à ce moment-là, on peut activer un segment Influence Plus. Je pense que cette notion de temps, elle est importante. Comme le précise Sébastien, il faut vraiment prendre le temps et on ne peut pas, sur ce type de campagne, juste faire une campagne one shot, 2-3 jours. C'est pas le modèle. D'ailleurs, je pense qu'on va certainement changer de paradigme et qu'on aura des campagnes beaucoup plus longues parce qu'il faut, pour avoir cette connaissance et de recevoir tout le potentiel des segments, il faut que la campagne puisse s'installer, que le machine learning puisse se faire. Donc, c'est aussi important de préciser que voilà, dans vos stratégies médias, dans vos plans médias, il faut s'y prendre un peu plus en avance, en amont. Maintenant, si vous avez une campagne demain que vous souhaitez mettre en place rapidement, ça, c'est pas un souci. On sait faire, je pense, chez Le Monde, mais c'est très important d'avoir cette notion de se dire qu'il faut laisser la campagne s'installer. Oui, complètement. Tu as raison, Mickey. C'est vrai que ce type de segment, il est plutôt fait pour des campagnes de considération, pour des campagnes purement de performance, qui sont des campagnes effectivement un peu plus au long cours. Même si aujourd'hui, en tout cas sur les derniers 18 mois, les campagnes au long cours, ça a été compliqué parce que c'était plus compliqué de gérer et de mettre du budget dessus. Donc, la recommandation basique, ça serait une campagne de 3-4 semaines. On partait effectivement sur un minimum. Et oui, il faut commencer à se donner la capacité d'avoir des nouveaux insights et des nouvelles, on va dire des nouveaux KPI, des nouveaux indicateurs de mesure. Et c'est effectivement le type de campagne parfait pour le faire, parce qu'il va tout mélanger. La connaissance first, la qualification third avec tout le travail d'IA et un univers cookie et un univers sans cookie. Donc, on a tout pour pouvoir, on va dire, se faire un bon panorama de ce qu'on pourra faire demain. Allez, une dernière question pour la fin. Sera-t-il possible de suivre cette population Influence Plus et son évolution dans le temps? Peut-être Antoine, tu veux prendre cette réponse? Ouais, c'est une question assez large. Ça veut pouvoir dire beaucoup de choses finalement. Suivre la population Influence Plus, ça peut vouloir dire suivre son comportement sur le site Le Monde, quelle catégorie de page elle continue de consulter, est-ce qu'on a un changement finalement un petit peu de caractéristiques. Donc, c'est bien évidemment des choses qu'on peut faire. Ça peut être aussi, point de vue vraiment performance dont Sébastien parlait, est-ce qu'on a toujours une performance qui est au rendez-vous? Et ça sera bien évidemment important de le monitorer pour essayer toujours de proposer quelque chose qui apporte de la valeur. Et puis, on peut avoir également le comportement en dehors du site Le Monde qu'on peut avoir envie de suivre. Donc ça pose la question de comment on le fera plus tard. Aujourd'hui, toujours avec du cookie tiers.
plus tard peut-être effectivement BeFlock ID lorsque ce sera arrivé en Europe. Mais bien évidemment, chacun de ces piliers qui constituent finalement la définition de cette population Influence Plus, on pourra continuer à la suivre et avoir son évolution. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est le but. Hein. Très sincèrement, tout le travail qu'on a fait ensemble, c'est pas un one-shot. Hein. C'est avoir la capacité de le suivre. C'est un travail au long cours qui a été fait. C'est des populations fidèles, des lecteurs fidèles et intéressants pour les marques. Donc, le but, il est effectivement de suivre l'évolution dans un terme global, hein, comme le précisait Antoine, et continuer à améliorer la connaissance de ses utilisateurs, pourquoi pas l'affiner si c'est possible, et continuer à la mettre à disposition des clients qui veulent l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, les premiers résultats sont très positifs sur les campagnes qui ont tourné dessus. On voit qu'effectivement, cette population qu'on voyait comme une population qui, on va dire, influence le comportement, hein, comme le dit son nom, est engagé, a des taux de réactivité bien supérieurs à ce qu'on peut avoir sur un segment plutôt classique. Donc, on va continuer à le suivre cette population, je vous l'ai dit, hein, ça fait depuis 2015 qu'elle existe au sein du groupe Le Monde. Donc, on y croit toujours et elle représente un noyau important pour nous. Donc, on va continuer à la travailler sur cette offre et la faire avancer le plus possible avec les capacités techniques qu'on aura. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin. Nous vous remercions infiniment de votre participation. On remercie en particulier Sébastien pour sa présence, Julie, Antoine pour ce travail formidable et encore une fois de partager votre passion, votre expertise, votre connaissance dans le domaine de la data. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon mercredi et de vous retrouver le mois prochain pour le dernier mercredi du mois. Ça sera le 30 juin pour le Morning Data. Très bonne journée. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.